Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367. Bonjour, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous sur BZD TV. 2 fois par mois, nous allons nous retrouver sur ce plateau avec des auteurs de l'Afrique et de sa diaspora pour parler du livre. Pour ce jour, nous recevons une dame. Elle se nomme Edwige Nessema Sosa, belge d'origine togolaise, née à Abidjan, Côte d'Ivoire. Edwige Nessema Sosa est titulaire d'une maîtrise en droit et d'un diplôme de spécialisation en relations internationales. Elle est avec nous. Elle vient nous présenter son ouvrage « Stratégie gagnante de coopération Afrique-Europe ». Donc voici sommairement présenter l'auteur. Maintenant, je vais demander à Edwige si elle a quelque chose à ajouter concernant sa présentation. Oui, non, mais je crois que vous avez tout dit. C'est vrai que je suis ivoirienne, mais mon père est d'origine du Bénin, ma mère du Togo. Moi, je suis née à Abidjan et c'est vrai que quand je me balade dans Bruxelles, je suis effectivement ivoirienne et je suis aussi belge. Et je vis à Bruxelles. C'est bien, vous avez toute l'Afrique. Toute l'Afrique en moi-même, tout à fait. Ben oui. Et donc, vous n'êtes pas votre premier essai littéraire. Donc, Effectivement, c'est mon 2e livre. Le premier livre s'intitulait « Vers une nouvelle stratégie politique ». Le 2e livre, celui pour lequel je suis avec vous, « Stratégie gagnante de coopération Afrique-Europe ». Et quelle est la motivation à écrire ce livre? En fait, c'est parce que j'ai suivi les négociations ACP-UE, Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union européenne. Donc, je travaillais pour l'ambassade de Côte d'Ivoire à l'époque. Et on a participé aux négociations, on quittait en fait la convention de Lomé pour aller signer un nouvel accord, l'accord de Cotonou. Et donc j'ai assisté pendant presque 2 ans aux négociations entre l'Union européenne et les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Et puis je me suis dit, il faut écrire un livre pour tout ce que j'ai vu et entendu. C'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre, Vers une nouvelle stratégie politique. Et puis je me suis dit, je ne m'arrêterai pas en si bon chemin. Les relations entre l'Afrique et l'Europe sont assez complexes. Nous, les Africains, on veut être vraiment indépendants, on plaide vraiment pour une indépendance totale. On n'est pas vraiment indépendants. On a eu, les indépendances ont été en 60, mais est-ce qu'on est vraiment indépendant? Pas vraiment. Et donc, dans mon livre « Stratégie gagnante de coopération Afrique-Europe », je milite en tout cas pour que, effectivement, l'Afrique puisse se prendre en main et puis puisse vraiment affirmer son propre destin. Et vous avez choisi l'écriture, est-ce que c'est un bon vecteur? Parce que bon, souvent on dit que les Africains n'aiment pas lire. Les Africains n'aiment pas lire, c'est pour les pousser à lire, parce qu'on trouve tout dans les livres. Et donc, vraiment, nous, Africains, on doit vraiment œuvrer maintenant de stratégie. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Et la stratégie commence par la lecture aussi. On doit absolument être friand des livres. On a tout dans les livres. Et lire, c'est quelque chose qui ouvre l'esprit. Et concernant la stratégie, vous dites, je vous cite dans votre livre, les Africains doivent concevoir et mettre en œuvre des stratégies de développement fondées sur leurs besoins, aspirations, possibilités et non sur des idées reçues en matière de développement. C'est la raison pour laquelle le salut de l'Afrique ne viendra pas de l'extérieur mais d'elle-même, c'est-à-dire de sa capacité à se surpasser mais surtout à s'unir pour l'intérêt général.
La construction de l'Union européenne est un exemple dont les Africains pourraient s'inspirer pour concevoir des stratégies propres à leur histoire et à leur génie créateur dans la construction de l'Union africaine. Alors donc, je vous cite là, vous préconisez une relation durable entre les pays africains et l'Union européenne, alors que sur le terrain en Afrique, les populations militent plutôt pour une diversification de partenariats économiques. Et donc, pourquoi vous défendez coûte que coûte ce partenariat Europe-Afrique? En fait, c'est parce que depuis longtemps, on chemine avec les Européens, donc on les connaît bien. Et donc, autant cheminer avec les gens qu'on connaît qu'aller vers des gens qu'on ne connaît pas. On connaît leurs réactions, on connaît plus ou moins leur stratégie. Mais ce que je dis surtout dans ce livre, c'est que l'Afrique manque de stratégie. On a heureusement certains chefs d'État africains, que j'appelle des chefs d'État progressistes, qui développent l'outil stratégique. Je prendrai l'exemple par exemple de la Guinée, où justement, lui, c'est vraiment un panafricaniste. Je prendrai aussi l'exemple de Joseph Kabila. Les gens se plaignent beaucoup de ce président, mais moi, je suis pour ce genre de président parce qu'il a fait des choses pour son pays et c'est un panafricaniste convaincu. Il œuvre vraiment de stratégie. Tout ce qu'il fait est stratégique. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il peut se maintenir au pouvoir pour le peuple. Il ne se maintient pas au pouvoir pour le plaisir, mais pour le peuple et faire vraiment les choses pour le peuple. Et lui, justement, il prend certaines distances vis-à-vis de l'Europe quand il sent qu'effectivement ça ne va pas et qu'on veut l'assujettir à certaines choses. Et donc, je dis oui, on peut effectivement cheminer avec l'Europe, mais attention, nous, Africains, on doit savoir qu'on doit absolument s'affranchir de certaines choses vis-à-vis des Européens. Et concernant donc la stratégie, je vous cite encore, vous dites que si la stratégie c'est un art indiscutable de faire les choses ensemble, l'Afrique doit alors s'unir, tout comme l'a fait l'Europe. Bon, moi je me dis à propos de la stratégie, est-il normal pour les pays africains de développer les stratégies sur la place publique? Est-ce que ce ne serait pas bien qu'on ait une stratégie qui soit tenue secrète? Absolument, mais le but même de la stratégie, c'est qu'elle doit être secrète. Évidemment, la stratégie ne s'arrête pas sur l'entrée en vigueur d'un champ de bataille. Elle se conçoit dans les bureaux, elle se conçoit vraiment à huis clos. Et donc, effectivement, les stratèges africains, s'il y en a vraiment, ne doivent pas effectivement tout livrer sur la place publique, mais se concentrer, s'auto-centrer et développer une stratégie interne. La stratégie, c'est quoi? Effectivement, c'est cet art de faire les choses ensemble, mais au-delà de ça, c'est aussi cet art de pouvoir faire les choses de manière secrète. Et vous avez raison, la stratégie ne doit pas s'étaler sur la place publique. Ce n'est plus alors une stratégie, ça devient vraiment quelque chose que l'on vulgarise. Et dit comme ça, personnellement, je pense que, est-ce qu'il y a une stratégie actuellement qui est mise en œuvre? Parce que tout s'est dit, en général, les gens parlent sur les médias et sur le terrain. Personnellement, je ne suis pas au courant d'une stratégie. Certains chefs d'État, écoutez, moi, pour avoir assisté aux négociations ACP-UE, et j'assiste encore à Bruxelles à des négociations de haut niveau et à des discussions de haut niveau, je puis vous dire que les Européens ont une stratégie par rapport à l'Afrique. Ça, on ne va pas se cacher. Et donc, il faut maintenant que nous, Africains, nous puissions développer nous-mêmes aussi notre stratégie, utiliser l'outil stratégique pour pouvoir faire les choses. Certains chefs d'État utilisent cet outil stratégique. Je parle effectivement de Joseph Kabila parce que lui, pour moi en tout cas, c'est un chef d'État qui est souvent décrié comme dictateur, etc. Mais pourquoi on dit dictateur? À partir du moment où on n'est pas d'accord avec les Européens, on est considéré comme des dictateurs. Or non, justement. Quand on dit qu'un chef d'État est dictateur, ça prouve au contraire qu'il est panafricaniste et qu'il milite pour son pays et qu'il veut faire des choses pour son pays. Et donc, le président de la République démocratique du Congo, c'est quelqu'un qui a une vision pour son pays. Il sait où il veut aller et il y va franchement. C'est vrai que dans ce pays, il y a des pans, il y a des endroits qui sont en guerre. Mais n'en déplaise, à ces endroits-là, la paix finira par revenir. Et donc, il met en place différentes stratégies pour justement que son pays retrouve cette cohésion sociale. Mais sa stratégie, est-ce qu'elle n'est peut-être pas basée sur lui et son entourage? Est-ce qu'il tient compte des autres dirigeants africains? Parce que pour une telle stratégie, pour atteindre des objectifs qui sont un peu plus globaux, il faut
le fait ensemble avec les autres. Il faut qu'il justement, c'est-à-dire qu'il doit trouver maintenant effectivement des chefs d'État africains qui ont compris l'utilité de la stratégie. Il y en a, il y a aussi le président du Rwanda. Si vous allez au Rwanda, vous allez voir que c'est un pays super bien développé. Et donc le président du Rwanda, Paul Kagame, il a su lui aussi développer une stratégie. Donc comme ça, de proche en proche, je parle de la RDC, je parle du Rwanda, je parle de la Guinée, avec justement le président qui lui aussi est un panafricaniste convaincu. Et donc au fur et à mesure et de proche en proche, si on réussit à trouver des chefs d'État comme ça, comme la Tanzanie aussi, c'est aussi un chef d'État qui est panafricaniste. Donc il y a comme ça des pans de panafricanistes en Afrique, heureusement, et c'est avec eux qu'il faut travailler pour justement que l'Afrique puisse retrouver non seulement son unité, mais aussi, comment dirais-je, développer cet outil stratégique qui manque et pourtant qui est vital. Mais vous savez aussi que la stratégie africaine, peut-être, ou ceux qui ont essayé de mettre certaines stratégies en place ont été combattus. Si on rentre dans l'histoire récente de l'Afrique, si on remonte un peu plus loin, Lumumba, absolument. Et c'est pour ça, juste, est-ce que ce que vous dites est absolument juste? Et c'est pour ça que quand on critique, par exemple, le président de la RDC, on se trompe de combat. Pourquoi? Parce que ce président-là, justement, Joseph Kabila, il œuvre de stratégie. Et les Européens n'aiment pas ça, parce que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas prendre au jeu européen. Quand je parle de stratégie gagnante entre l'Afrique et l'Europe, oui, on doit effectivement coopérer avec l'Europe. Mais non, on ne doit pas être assujetti à l'Europe. Donc il faut vraiment faire la nuance. Et certains chefs d'État que l'on critique comme ça à tard-larigot, ce sont les chefs d'État justement qui ont compris l'utilité non seulement d'œuvrer de stratégie, mais aussi de se développer eux-mêmes d'abord, leur propre pays d'abord. Donc de s'auto-centrer et à la limite de se recroqueviller sur soi-même pour pouvoir ensuite rayonner autour de soi. Et vous qui avez travaillé avec l'Union européenne, tout ça, vous pensez que ceux-là, ils seront prêts à nous laisser mettre en place, mettre en branle notre stratégie? Mais en fait, on n'a pas à attendre qu'ils soient prêts à nous laisser mettre en place notre stratégie. On doit prendre le taureau par les cornes et puis s'assumer. Parce que moi, j'ai vu en négociation souvent, c'est vrai, les différents chefs d'État, quand ils vont négocier, en tout cas de ce que moi j'ai vu, ils sont allés un petit peu en rang dispersé. Quand on a quitté la convention de Lomé pour signer l'accord de Cotonou, il y a eu les chefs d'État africains n'étaient pas tout à fait d'accord. Donc ils sont allés en rang dispersé, ce qui fait que l'accord de Cotonou, dont on est maintenant tributaire, n'est pas vraiment un accord qui a vraiment dépendu des États africains. Évidemment, on l'a signé parce qu'on a négocié, mais on aurait pu faire mieux. Et justement, il faut aller vers ce mieux-là. Et quand vous dites qu'il faut attendre, est-ce que les Européens sont prêts à nous laisser justement adopter une stratégie? Ils ne seront jamais prêts à nous laisser adopter une stratégie. C'est à nous de leur, entre guillemets, de leur imposer une stratégie en leur disant, écoutez, nous, c'est ce que nous voulons pour nos États, pour nos pays respectifs, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et donc on négocie avec eux et s'ils ne sont pas d'accord, eh bien, écoutez, chacun prend les dispositions qui doivent être prises. Tout à l'heure, vous parlez de la République démocratique du Congo. Je vais vous citer aussi dans un extrait de votre livre. Vous dites que la République démocratique du Congo, par exemple, le cœur de l'Afrique, doit pouvoir être un des éléments catalyseurs pour le développement du continent. Il convient donc de l'aider afin qu'elle puisse assumer son rôle. Donc vous présentez la République démocratique du Congo comme le pays phare qui pourrait être la locomotive de l'Afrique. Or, les nouvelles qui nous parviennent de ce pays-là sont quand même alarmantes. Comment expliquez-vous donc tout cela? Justement, c'est parce que les gens savent, les différents Européens et les différents chefs d'État, que ce soit africains ou européens, tout le monde sait que la République démocratique du Congo est un grand pays. C'est un pays qui est un scandale au niveau géologique. Il y a tout en RDC. Et donc, le problème justement de ce pays, c'est qu'il a tout. Et comme il a tout, il est sujet à des prédateurs. Et donc, et c'est pour ça justement que le chef de l'État, lui, il a vite compris l'importance de la chose et il prend le taureau par les cornes en disant, écoutez, c'est mon pays, vous êtes entre guillemets des prédateurs, vous nous assujettissez de certaine manière, moi je dis non. Et donc ce non qu'il dit,
lui cause effectivement des problèmes politiques, des problèmes diplomatiques. Et il a bien fait, et je le dis sur votre plateau de BZD TV, il a bien fait justement par rapport, comment dirais-je, à la Belgique, de sanctionner certains responsables politiques. Parce qu'on ne peut pas comme ça impunément arrêter des dirigeants africains, on ne peut pas comme ça impunément se braquer contre les dignes fils de l'Afrique. Et donc là, je ne suis pas d'accord et moi aussi, je m'insurge face à ce genre d'attitude. Et donc, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui font que le Congo n'est pas, la RDC n'a pas encore tout à fait retrouvé son équilibre, bien que c'est vrai que sous la présidence de Joseph Kabila, c'est beaucoup mieux, hein, pour ne pas dire c'est 100 fois mieux qu'auparavant. Et des choses sont faites. Et le problème, c'est quoi? C'est que ce chef d'État, il réalise des choses, mais ces choses-là ne sont pas vraiment montrées. C'est comme si on veut étouffer un petit peu ce qu'il fait. Et moi, je dis qu'il faut maintenant montrer tout ce qu'il a fait. On est en 2017, ce qui s'est passé en 2000, depuis 2000 jusqu'à 2017, vous voyez bien qu'il y a quand même tout un pan entier d'années qui s'est écoulé. Et si vous allez en RDC, vous allez voir qu'il y a des choses qui se font. C'est vrai que dans le Kasaï, ça ne va pas, mais on essaye de remédier à ça. Et donc, si on veut toujours rester en RDC, je sens que vous êtes optimiste. Mais par contre, en RDC, même au Rwanda à côté, il y a aussi des problèmes tribaux, ethniques et tout ça. Est-ce que tout ça, c'est pas vraiment le fait des Européens? Mais vous mettez le doigt dessus, évidemment. Et je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand on constate, si vous allez au Rwanda, par exemple, c'est un pays fabuleux, le Rwanda, c'est vraiment un pays développé, il y a tout au Rwanda. Si vous allez en RDC, c'est pareil. Il y a un système comment dirais-je, il a fait des grands travaux, on parle des 5 chantiers, certains disent que les 5 chantiers n'ont pas été respectés, mais il y a des choses qui ont été faites. Moi, j'y retourne bientôt et je puis vous dire que la RDC n'est pas un pays en état de guerre constante, comme on veut le dire. Effectivement, il y a des endroits où la paix n'est pas encore acquise, mais où la paix, justement, cherche à être acquise. Et donc, décrier la RDC à chaque fois, c'est un petit peu exagéré. Ok, ben je tiens quand même à présenter votre livre à nos téléspectateurs. Voilà, donc, Edwige Nessema Sosa, donc stratégie gagnante de coopération, voilà, Afrique-Europe, édition, vous pouvez nous dire le nom de la maison? Édition Neshama. Et c'est quelle maison d'édition? C'est en fait ma propre maison d'édition. En fait, oui, je me suis en fait moi-même auto-éditée, on va dire, parce que je ne trouvais pas vraiment d'éditeur pour pouvoir bien m'éditer. Je voulais moi-même faire la première expérience et c'est une expérience tout à fait enrichissante parce que s'auto-éditer, c'est vraiment se prendre en main et surtout véhiculer 2 casquettes. Parce que quand je vous parle en tant qu'auteur, mais je vous parle aussi en tant qu'éditeur. Mais vous êtes auto-édité parce que les autres maisons d'édition n'ont pas accepté? Aussi, il y a eu, pour ne pas citer, il y a eu l'Harmattan, il y a eu Albin Michel, il y a eu plein de maisons d'édition qui ont accepté, parce que je leur ai envoyé quand même des manuscrits, ils ont accepté, mais leurs conditions en fait ne me plaisaient pas. Et donc, je me suis dit... quelles étaient ces conditions? Différentes conditions. Il fallait payer, par exemple, une certaine somme pour pouvoir être édité, ou alors avoir des marges. En fait, ils prenaient des marges bénéficiaires sur le dos de l'auteur qui ne me convenait pas. Donc, je me suis dit qu'à ce niveau-là, autant soi-même s'éditer et payer soi-même, et puis ensuite aller vendre ses livres sur des plateaux télé, se faire connaître, etc. Et c'est un livre qui a très bien marché. À mon plus grand étonnement, c'est vrai que j'ai dû batailler vraiment pour pouvoir le vendre, etc. Mais il a reçu un public tout à fait favorable. Et donc, le livre a été préfacé par Augustin Romain Kioni Kiobantou. Oui, c'est ça. C'est qui ce monsieur? En fait, c'était un ancien professeur, c'est un Congolais de la République démocratique du Congo qui a préfacé le livre. Il a été professeur à l'Université catholique de Louvain à Bruxelles. Et donc, comme il épousait mes idées par rapport justement aux différentes stratégies, etc., je me suis dit, et comme j'aime beaucoup la RDC, vous l'aurez remarqué, je l'ai pris pour éditer, pas éditer parce que c'est moi l'éditeur, mais pour en tout cas rédiger la préface du livre. Et pourquoi vous avez choisi le genre essai? Parce qu'il y a la fiction, vous auriez pu faire une fiction?
Des poèmes oui, comme non, Senghor et les autres? Oui, mais parce que comme son nom l'indique, la fiction, c'est ce qui n'est pas réel. Et moi, je veux vraiment m'attaquer à ce qui est réel. Donc, je suis vraiment dans la réalité. Quand je travaille avec les responsables politiques européens à Bruxelles, on est dans la réalité. Et donc, j'ai voulu vraiment m'ancrer dans le matériel, dans le réel, dans du concret. Et donc, c'est pour ça que j'ai opté plutôt pour l'essai que de la fiction. Parce que, en fait, la politique, c'est pas de la fiction. La politique, c'est vraiment du réel. Ouais. Donc, je vous cite encore, comme dans le livre, donc stratégie gagnante de coopération Afrique-Europe. Vous dites qu'il n'est pas question de mettre l'Europe au banc des accusés. On ne construit rien dans la haine et le ressentiment. Il est en revanche urgent qu'un autre type de coopération entre l'Afrique et l'Europe naisse par le biais de ce qui est déjà en place, l'accord de Cotonou. Pourquoi l'Europe ne doit-elle pas être mise au banc des accusés? Mais parce que ça ne sert à rien. Je n'ai pas fini. N'est-il pas louable de reconnaître certaines erreurs de la politique européenne en Afrique, notamment le cas libyen avec l'assassinat de Kadhafi? Oui, vous avez raison. Mais honnêtement, est-ce qu'on peut construire quelque chose avec des ressentis? Non, je ne crois pas. On sait bien ce qui s'est passé par rapport à Kadhafi, on sait qui est derrière tout ça. Et c'est vrai qu'on peut avoir de la rancœur, on peut en vouloir et on a le droit d'en vouloir. Mais est-ce que le fait de leur en vouloir va nous pousser, nous, à nous développer? Non. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? On veut que les Européens nous laissent nous développer. Parce qu'on est fatigué, comme on le dit en Côte d'Ivoire, on est vraiment fatigué d'être assujettis. Mais avoir du ressentiment comme ça pour les Européens, ce n'est pas ça qui va nous permettre d'avancer. Donc c'est pour ça que je dis qu'on ne construit rien effectivement dans la haine, mais c'est vrai qu'on peut effectivement pratiquer la loi du talion qui est œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que vous nous faites ça, on vous fait ça aussi. Est-ce que ce ne serait pas une déclaration de guerre? Non, ce n'est pas une déclaration. Vu que l'Afrique n'est pas armée militairement pour s'engager dans un conflit frontal. Non, ce n'est pas une déclaration de guerre, mais c'est pour dire qu'on n'est pas dupe. C'est pour dire que l'Afrique voit ce qui se passe. C'est pour dire qu'on a des chefs d'État africains qui savent où ils veulent aller. Et donc, laisser à ces chefs d'État africains le soin de pouvoir diriger leur propre pays. Et c'est ce que l'on veut. Quand on dit qu'on est panafricaniste, moi je suis panafricaniste, mais ce n'est pas un panafricanisme idiot en disant justement les Européens sont ceci, sont cela. Non, c'est un panafricanisme constructeur. C'est un panafricanisme qui dit on veut se prendre en main, laissez-nous nous prendre en main, laissez-nous nous développer, et on peut se développer avec vous. On n'est pas contre vous, donc ne soyez pas contre nous, ne nous imposez pas vos choix, laissez-nous faire nous-mêmes nos propres choix. Mais effectivement, quand on constate qu'on arrête des responsables politiques comme ils ont fait par exemple, quand ils veulent arrêter des chefs d'État ou quand ils veulent arrêter des responsables politiques, comme ce qui se passe par exemple entre la Belgique et la RDC, là on n'est pas d'accord, là je ne suis pas d'accord, et donc on dit non. On dit vous n'avez pas à faire ça, vous n'avez pas à priver nos dignes fils de liberté, parce qu'on ne le fait pas pour vous, donc vous n'avez pas à le faire pour nous. Et vous pensez qu'on pourrait y arriver? Parce que avec les bases militaires aussi qui sont en Afrique, moi je pense que ça aussi ça fait partie des freins. Qui sont basés en Afrique, hein, parce qu'il y a des pays européens qui ont des bases militaires en Afrique. C'est pour ça qu'il faut justement que les États africains s'unissent. Il faut vraiment une unité africaine. On dit Union africaine, mais est-ce que cette Union africaine est vraiment unie? Parce que dans l'Union africaine, il y a, comment dirais-je, des États africains qui sont des États progressistes. Et il y en a d'autres qui ne sont pas progressistes. Donc vous voyez que déjà, dans l'Union africaine, il y a deux catégories. Les non-progressistes et les progressistes. Moi, je suis avec les progressistes. Et là, je parle pour, comment dirais-je, la RDC. Le chef d'État, Joseph Kabila, il est justement lui aussi avec les progressistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris... Quand vous dites progressiste, vous pouvez développer un peu? Absolument. Progressiste, c'est quoi? Progressistes, ce sont les chefs d'État qui se disent on est chez nous, on fait ce que bon nous semble pour le bien-être de nos États. On n'a pas à écouter à chaque fois la France, la Belgique, l'Union européenne. On veut bien coopérer avec vous parce qu'on n'est pas anti-coopération, mais on veut que vous nous laissiez les rênes de nos pays. Et donc, ce sont justement ces chefs d'État progressistes qui veulent justement avoir les rênes, tenir les rênes de leur pays, qui justement ont compris la nécessité de pouvoir œuvrer de stratégie.
Et là, j'en reviens encore à cette stratégie qui est vraiment, pour le continent africain, c'est vital. Bon, on revient toujours à votre livre, à la page 156. Peut-être cette fois-ci, je vais vous laisser nous lire quelques extraits de cette partie à la page 156. Vous parlez de l'invasion jaune. Les Chinois. Oui, vous parlez de l'invasion. L'Afrique en passe d'être dévorée toute crue par l'Empire du Milieu, c'est ça? Oui. Je lis jusqu'où? Bon, comme vous voulez, après on pourra vous... La croissance et même la survie économique de la Chine dépendent paradoxalement et pour une part croissante du continent le moins développé, l'Afrique. Pékin absorbe désormais 25% de tout le cuivre consommé à travers le monde, 40% du charbon, 35% de l'acier, 10% du pétrole et sa demande ne cesse de croître et 90%, 90% pour les Belges, de tout l'aluminium. Une économie dévoreuse d'énergie, boulimique en matières premières, qui s'est tout naturellement tournée vers la région qui en est le mieux pourvue. Voilà, donc, page 156 dans le livre, vous parlez donc de l'invasion jaune, ou une véritable course contre la montre pour l'acquisition des matières premières. Vous voyez la présence chinoise en Afrique comme un danger ou une forme de recolonisation. Alors, donc, quelle solution préconisez-vous pour que les pays africains puissent faire face à cette nouvelle donne? Vous n'avez pas esquissé quelques solutions face à la Chine. En fait, il faut nuancer. Je ne suis pas contre les Chinois, je ne suis pas contre la Chine. On est dans un système de coopération aussi avec la Chine. Ce que je dis seulement, c'est qu'il faut faire attention, effectivement, à ne pas subir une seconde recolonisation. Oui, parce qu'on est envahi par la Chine, c'est bien, on signe des contrats avec la Chine, mais il faut que ces contrats soient bien mûris, bien pesés, que ces contrats, justement, que l'on signe soient stratégiques. Là, j'en reviens encore à cette stratégie. Et donc, on ne doit pas se faire avoir comme on s'est fait avoir par le passé. Donc, c'est ça ma crainte par rapport à la Chine. Faire attention parce qu'on ne veut pas se faire avoir, on ne veut pas signer, comment dirais-je, des contrats qui nous défavorisent, alors que le partenariat entre l'Afrique et la Chine n'est pas un partenariat mauvais. C'est comme un partenariat entre l'Afrique et l'Europe. Mais là où il faut différencier les choses, il ne faut pas retomber dans les mêmes erreurs que par le passé avec l'Europe. Ça veut dire vraiment, quand on signe des contrats avec les Chinois, que l'on s'assure, par exemple, que les routes ne seront pas abîmées dans 5 ans, que l'on s'assure que le matériel est solide et qu'il y a une durée de vie qui n'est pas courte, mais qui est longue. Et donc, c'est surtout pour ça que je dis aussi de faire attention à ne pas subir une seconde recolonisation. Ça, c'est 1. Et surtout, 2, à avoir des bons matériaux, du bon matériel, pour que justement tout ce qui se fera avec les Chinois puisse être dur. Déjà avec la Chine, les Chinois ils sont plus anglophones, ils parlent l'anglais, ils parlent le mandarin aussi. Mais quand ils viennent en Afrique, vous qui dénoncez cela, est-ce que sur le terrain vous avez fait une petite enquête pour voir auprès des populations, pour voir concrètement comment la cohabitation avec les Chinois se passe? C'est-à-dire qu'ils parlent anglais, mais à partir du moment où ils veulent échanger avec nous, Africains, ils sont obligés de s'adapter, de parler un peu français. Donc ils apprennent le français, parce qu'on ne parle pas chinois en Afrique. Donc quand on négocie, c'est souvent en anglais. Et justement, on doit faire attention à ne pas se faire attraper dans des mauvaises négociations. Mais ils doivent s'adapter aussi à nous. Ce n'est pas à nous d'apprendre le chinois à chaque fois, parce qu'à chaque fois on fait l'effort. Nous, Africains, on fait souvent l'effort d'aller vers nos partenaires, mais c'est à eux aussi de faire l'effort de venir vers nous et d'apprendre notre langue. S'il faut apprendre le lingala, ma foi, qu'ils apprennent le lingala. S'il faut apprendre le français, qu'ils apprennent le français. S'ils apprennent le BT, qu'ils apprennent le BT. Enfin bref, c'est à eux aussi de faire l'effort de venir vers nous. Mais dans votre livre, vous n'avez pas dénoncé la monnaie, le problème de la monnaie en Afrique? C'est exact. Dans ce livre, pourquoi? Oui, parce que ce livre-là, ce n'est pas un livre purement économique, c'est surtout un livre politique. Parce que la monnaie aussi, elle est aussi frein, absolument, la monnaie stratégique aussi. Tout à fait, tout à fait. Mais là encore, c'est pour ça, là encore, il faut effectivement que les États se mettent ensemble. Dernièrement, le président Macron, justement, disait, si vous n'aimez pas être dans le franc CFA, quittez le franc CFA. Oui, c'est vite dit de quitter le franc CFA. Certains qui ont voulu le faire ont été tués. Donc, chacun veut vivre. Hein. Donc, c'est pas dire si ça ne vous plaît pas, vous quittez. Non, c'est pas comme ça. Il faut que nos chefs d'État africains se réunissent
sincèrement et qui parle sans tabou et vraiment à cœur ouvert, qu'est-ce qu'on fait de cette monnaie? Et à ce moment-là, effectivement, des décisions seront prises, des décisions politiques et aussi économiques, parce que la monnaie, c'est surtout de l'économie, mais ça a évidemment des retombées politiques. Mais il faut effectivement que nos chefs d'État se mettent ensemble. Quand je vois effectivement qu'on est en train de dévaluer la monnaie de l'Afrique centrale, mais c'est grave, parce que déjà, cette monnaie est déjà très très basse. Mais qu'est-ce qui va rester? Une peau de chagrin? Ok, bah écoute, dans notre émission, nous avons une rubrique qui s'appelle l'expression de la semaine. Quand je vous dis par exemple sur le fil du rasoir, qu'est-ce que cela vous dit? Sur le fil du rasoir, pour moi, c'est vraiment marcher, comment dirais-je, vraiment marcher comme marcher sur des œufs. Bon, oui, bon, peut-être que je vous laisse nous lire quelques lignes. Bon, voilà, là, vous avez ici. D'accord. Ok. Sur le fil du rasoir. Aujourd'hui, cette expression signifie se trouver dans une situation délicate, dont l'issue est incertaine. Cette expression semble être apparue au XIXe siècle. Rappelez-vous les rasoirs d'autrefois, pliant avec une seule grande lame aiguisée. C'est justement cette lame de rasoir qu'en français on appelle le fil depuis le milieu du XVIe siècle, mais le mot vient du latin filum, au XIIe siècle, qui désignait déjà aussi bien un fil qu'un filament. Or, ce dernier correspondait à la fois à une matière étirée en longueur et au tranchant d'une lame. Ainsi, la métaphore est simple. Jouer au funambule sur le fil d'un rasoir va soit entraîner une chute inéluctable, soit causer le fait d'être coupé en deux. D'où l'idée que dans les deux cas, vous êtes figurément dans une situation très instable, dangereuse et vous avez de fortes chances d'aller droit à la catastrophe. Voilà, c'était brièvement l'expression. Vous étiez dans le vrai aussi, hein. Vous êtes écrivain, donc c'est tout à fait normal que vous sachiez ce que ça veut dire. Et donc c'était l'expression de la semaine, voilà, sur une fil de rasoir. Nous allons en profiter pour vous poser une question par rapport à vos lectures. Vos expériences de lecture, y a-t-il un livre qui vous tient à cœur et qui vous a marqué? En ce moment, je ne lis pas beaucoup, j'écris. Oui. Et donc, j'écris beaucoup, mais comment dirais-je, il y a un livre que je vais acheter, que j'ai commandé d'ailleurs, qui est paru depuis très très longtemps, mais je tiens vraiment à l'acheter parce que c'est un bon livre. C'est de Martin Meredith et c'est A Biography. De quel pays? De Mandela. Je crois que c'est un anglophone. Ouais, et le livre, vous pouvez nous résumer en fait, de quoi? Oui, en fait, Martin Meredith, dans le livre qu'il a écrit sur Nelson Mandela, A Biography, il retrace vraiment toute la vie de Nelson Mandela, du début jusqu'à la fin. Et donc, c'est un livre qui est très prenant. Et pourquoi c'est une bonne biographie? Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est allé fouiller sur Internet pour chercher et se documenter sur le personnage. Non, il a été pendant très très longtemps, pendant quelques mois, il a vécu avec Nelson Mandela, il le côtoyait tous les jours. Oui, c'est ça, ils mangeaient même ensemble. Et donc, et pendant toute la période, comment dirais-je, de cette biographie, il était constamment avec lui. Et c'est un très bon livre. Parce qu'en règle générale, qu'est-ce que font les gens? Ils se documentent sur Internet. Et donc nous allons dans notre deuxième rubrique aussi qui est en librairie présenter quelques auteurs qui ont des livres qui sont sortis. Par exemple, il y a le livre Esquisse des relations métisses de Suzanne Dracius. Je ne sais pas si vous connaissez. Je connais Suzanne Dracius, ah, oui. Voilà. Vous l'avez personnellement ou... Je l'ai vue une fois à Paris, je crois que c'était à HEC, quand j'étais allée justement pour mes livres. Et je l'ai rencontrée, je la connais. Originelle de la Martinique, paru en janvier 2009. C'est un recueil de poésie. Bon, il y a aussi Trilogie africaine et les voiles du cœur de votre auteur, Simplice Animaux, modestement, voilà, et aux éditions Eddy Livre. Et aussi Les vérités occultées du message Rasta de Pierre Mendel Guéhi, qui sera notre prochain invité sur ce plateau, qui est aussi un auteur d'origine ivoirienne. Et vous-même, stratégie gagnante de coopération Afrique-Europe à Edwige, Nesma Sosa, et puis bon, bien d'autres auteurs. Et là, nous avons sur notre table, là j'ai un livre sur philosophie of opium, of Marcus Garvey.
Et puis aussi, Oui, il y a comme j'ai dit tout à l'heure, livres. Trilogie africaine, Simplices Animaux, Toni Morrison, Délivrance, c'est une auteure que vous connaissez bien aussi. Je connais Toni Morrison, oui, très très bon auteur. auteur. Américaine. Absolument. Et bon, là, c'est vous. Voilà, je présente un autre téléspectateur. Il y a aussi un livre aussi qui me plaît bien, Petit éloge, l'héroïsme de Ariane Chanton. Et puis bon, là, c'est Bob Marley et Peter Tosh, le livre de notre prochain invité. Voilà, je vous laisse feuilleter. Quand Oui, même, bien sûr, merci. Et donc, voilà. Mais non, concernant votre carrière littéraire, bon, après le projet des biographies, est-ce que vous avez d'autres projets de livres? Oui, en fait, je suis en train de faire deux choses en même temps, pour ne rien vous cacher. Donc, je suis en train, effectivement, d'être sur cette biographie du chef de l'État africain dont je vous ai parlé. Et puis, en même temps, j'écris aussi un livre pour mettre en évidence, justement, que l'Afrique est le devenir du monde. Et pourquoi cette Afrique est le devenir du monde? Parce qu'on a tout. Toujours un essai Oui, toujours un essai. Et pourquoi l'Afrique est le devenir du monde? Parce qu'on a tout en Afrique. L'Afrique, elle est riche, elle est grande, elle est belle. Et c'est parce que justement, elle est riche, elle est grande, elle est belle, qu'elle est sujette à plein de soubresauts. Et ça, il ne faut pas se voiler la face. Et donc, il faut maintenant que les gens intègrent cette dimension qui dit que sans les Africains, il n'y aura plus d'Europe et l'Occident ira à la perte. Et donc, on doit maintenant valoriser, nous, Africains, nos États. Parce qu'on a tout chez nous, et n'en déplaise à certains. Bon, il y a une idée qui m'est trop en tête. Vous vivez en Belgique, vous collaborez à l'Union européenne. Vous n'êtes pas combattu? Vous ne vous sentez pas combattu là-bas par rapport à vos idées? Non, Dieu merci, je ne suis pas combattue. Comme je vous dis, moi j'assiste à des réunions de haut niveau. Ils connaissent mes opinions et ils ne me combattent pas du tout. Moi, des fois, je leur dis les yeux dans les yeux, face à face, comme on est actuellement, vous et moi. Je leur dis non, je ne suis pas d'accord, je suis en divergence avec vous sur tel point. Ben, ils ne prennent pas toujours en considération ce que je dis, mais ils connaissent en tout cas mes opinions. Quand j'écris Stratégie gagnante de coopération Afrique-Europe, ils savent bien que je ne suis pas contre eux. Je ne suis pas contre l'Europe. Ce que je dis, c'est stop à cette invasion au niveau politique. On a le droit maintenant, nous Africains, de pouvoir vraiment dire qu'on peut s'auto-déterminer. Parce qu'on parle de décolonisation, on fête l'indépendance à chaque fois dans chaque pays africain, mais est-on vraiment indépendant? Non. À partir du moment où on est à chaque fois acculé au niveau politique pour certaines décisions, on n'est pas vraiment indépendant. Et donc on doit reconquérir, pour ne pas dire arracher, vraiment cette véritable indépendance qui est d'abord mentale. Et se dire que nous, Africains, on a aussi des possibilités, on a aussi des capacités et on doit pouvoir montrer au monde entier les capacités qu'on a. On peut, nous, Africains, aussi imposer aux yeux du monde notre propre modèle. Pourquoi est-ce que ce serait toujours l'inverse? Et votre livre, vous avez déjà présenté le livre en Afrique? Absolument. En tout cas, la réaction il était à la population? librairie, il a été ce livre pendant longtemps à la librairie de France à Abidjan, au Bénin. Où est-ce qu'il était encore? Évidemment à Paris, à Bruxelles, en RDC aussi. Et ça s'est bien vendu. J'ai été étonnée parce que quand je suis retournée à Abidjan en 2015, que je suis allée à la librairie de France, j'ai demandé mon livre, on m'a dit tout est vendu. Et donc ils m'ont payé effectivement ce qu'ils me devaient. Et vous avez organisé des cérémonies, des dédicaces et tout ça? Non, point de presse et non, tout. non. La presse, oui, mais on n'a pas pu faire quelque chose de mirobolant en fait. Hein. Et les retours des lecteurs, de la population? Ils sont plutôt positifs. Ils sont plutôt positifs, sauf parfois certains qui parlent justement de cette Chine et ils disent oui, mais nous on se tourne vers la Chine parce que l'Europe nous emmerde, pour parler vulgairement. Et donc je leur dis oui, c'est par réaction que vous vous tournez vers la Chine, mais est-ce que c'est bon de se tourner vers la Chine par réaction ou par vraiment envie de le faire? Si c'est par réaction, c'est pas forcément très très bon, mais si c'est vraiment par envie et en se disant oui, les Chinois peuvent nous apporter quelque chose de constructif, alors là oui. Et ceux qui ont lu votre livre, c'était plus des étudiants, des politiques? C'était plus des politiques. Des politiques. Pas beaucoup d'étudiants. C'est un livre qui a beaucoup intéressé les politiques. Les politiques, oui. Et vous pensez que vous avez pu les convaincre? Ben, j'essaye et j'espère. J'essaye de les convaincre, mais surtout, moi, mon combat par rapport justement à l'Afrique, c'est de dire aux chefs d'État africains,
user de stratégie, abuser de stratégie. On ne peut rien faire sans stratégie. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que cette stratégie pour laquelle moi je milite, la stratégie ne s'arrête pas à l'entrée en vigueur sur un champ de bataille. Elle se conçoit effectivement dans les bureaux, à huis clos, et pas sur la place publique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc, vraiment, il faut... Et c'est pour ça que je dis stratégie gagnante, parce qu'on a besoin pour gagner de stratégie. Et est-ce que vous êtes impliqué dans la stratégie vous-même? Écoutez, moi, chaque jour, j'œuvre de stratégie. Vous pouvez avoir voilà, un petit mouvement secret, vous vous rencontrez chaque soir. Bon, c'est vrai que vous n'allez pas le dire ici, non, parce que je veux que ce soit pas du secret. tout. Non, mais déjà, dans la vie quotidienne, j'œuvre de stratégie, pour moi-même d'abord, déjà. Et puis, j'essaye de concevoir des choses pour l'Afrique. Parce que moi, mon combat, c'est pour l'Afrique. Je me dis que l'Afrique, c'est notre meilleur avenir. Et quand j'entends encore une aberration comme le président Macron qui dit que le problème de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Au contraire, l'espoir de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Et donc, on doit vraiment compter, nous, Africains, sur notre propre jeunesse. Peut-être que lui voulait peut-être parler de planification. Non, mais l'Afrique n'est pas déplanifiée ou mal planifiée ou quoi que ce soit. Si on ne maîtrise pas la natalité et tout, ça fait partie de la planification aussi. Au contraire, moi j'ai envie de dire aux femmes africaines, faites des enfants et faites-en plein. N'importe comment? Pas n'importe comment, non. Planifier, quand on dit planifier, c'est un bien grand mot. Mais ce que je veux dire, c'est que nous en Afrique, notre plus grand succès, notre plus belle promesse, notre plus bel enchantement, c'est notre jeunesse africaine. Et les Européens doivent être contents, parce que nous, Africains, on est des consommateurs, on consomme. Il y a le président de la Guinée qui a même dit qu'ils sont jaloux, qui a réagi un peu, qui a eu une réponse à Macron lors d'une conférence. Il disait que bon, les gens sont jaloux de la jeunesse et donc de la population africaine qui... Mais c'est fort possible. C'est fort possible, pourquoi? Parce que si on n'a pas cette jeunesse africaine, on est foutu. Et les Européens devraient être contents qu'on ait une jeunesse africaine, parce que ce sont les jeunes, quand vous voyez en Afrique, tous ces jeunes là, qui utilisent des portables, qui achètent des iPads, qui achètent les derniers cris, etc., mais ils devraient être contents, parce que s'il n'y a plus cette jeunesse, l'Europe, qu'est-ce qu'elle va devenir? On n'achètera plus en Europe non plus. Mais peut-être que cette jeunesse aussi est mal canalisée, puisqu'on voit qu'il y a pas mal de jeunes qui meurent dans la Méditerranée aussi. Oui, mais ces jeunes qui meurent dans la Méditerranée, il faut maintenant œuvrer de pédagogie. Et justement, nos chefs d'État, leur devoir, c'est de dire, vous êtes bien chez vous, restez chez vous. Hein? Ça ne sert à rien de prendre des risques inutiles et de voyager au péril de sa vie. Vous êtes bien chez vous. Mais il ne suffit pas de le dire. Il faut peut-être sur le terrain des actes concrets qui peuvent les maintenir sur place. Et bien là, j'en reviens justement à ce panafricanisme, justement. Et les chefs d'État progressistes, ils œuvrent pour ça. Les chefs d'État progressistes, ils essaient de canaliser justement cette jeunesse en leur disant « restez à la maison et restez chez vous ». Parce que vous avez tout chez vous. Vous voulez vous faire soigner, on peut vous soigner chez vous. C'est pour ça que... Mais ce n'est pas le cas actuellement. Justement, c'est pour ça qu'ils ont un devoir. Ils ont un devoir, les chefs d'État africains, c'est de faire en sorte que chez eux, dans leur propre pays, il y ait des hôpitaux impeccables, il y ait des soins de santé impeccables, il y ait une éducation impeccable, des écoles impeccables. Et vous avez déjà eu l'occasion de le dire ça? Moi, je le dis quand je passe à la télé. Vous qui écrivez les biographies Ben, c'est une première biographie que je vais faire. Hein. Ça a été demandé, on me demande pour écrire des biographies, mais c'est vrai que quand j'ai l'occasion de les voir, quand j'ai l'occasion de parler avec eux, je leur dis développez vos pays, faites tout dans vos pays, il y a tout en Afrique, et donc c'est inutile d'aller chercher l'Eldorado soi-disant en Europe. L'Europe, même les Européens le savent. Il y a plein d'Européens à Bruxelles qui sont d'accord avec moi, notamment des Européens progressistes, et qui savent pertinemment que l'Europe est en recul, que l'Europe est en perte de vitesse. Peut-être en déclin. Et en déclin, on peut le dire absolument, monsieur. Et en déclin. Et donc, on se tourne vers qui? On se tourne vers l'Afrique. Et pourquoi? Parce qu'il y a tout en Afrique. Et justement, il y a quoi en Afrique? Cette jeunesse. Et c'est le meilleur. Et moi, je l'ai écrit dans le livre. Et je le dis à qui veut bien l'entendre, que la jeunesse africaine, c'est notre plus belle promesse. Et est-ce qu'il y a un passage dans votre livre qui serait votre coup de cœur, que vous pourrez nous lire? Bon, comme c'est vous l'auteur, on vous laisse nous trouver un passage en coup de cœur. Qui, sinon, je prends s'il y a au quelque hasard, chose voilà. que vous voulez nous dire, j'ai pris comme ça au hasard. Un coup de cœur. Oui, et en plus, fait. après, dit quelque chose qui serait aussi un coup de cœur, qui est quelque chose qui vous tient à cœur. Ce qui me tient à cœur, surtout en ce moment, et par rapport à l'accord de Cotonou,
ce sont ces fameux accords de partenariat économique. Quand on est allé négocier d'octobre 98 à juin 2000, donc quand on quittait cette convention de Lomé pour s'acheminer et signer l'accord de Cotonou, il n'était pas vraiment question d'accord de partenariat économique. Et puis, paf, ça nous a éclaté à la figure en disant oui, donc les Européens nous disent oui, les accords de partenariat économique, c'est bon pour l'Afrique. Et moi, je m'insurge encore une fois et je dis non, c'est pas bon pour l'Afrique. Parce que pourquoi c'est pas bon pour l'Afrique? Tous les petits commerçants locaux vont se voir envahir de produits européens qui vont débarquer sur le territoire africain. Et donc, évidemment, ça va créer une concurrence qui est déloyale. Et donc, moi, je dis attention aux accords de partenariat économique. Ce n'est pas forcément quelque chose de bon. Ça peut être effectivement bon pour certaines économies qui sont déjà développées, mais pour les économies qui ne sont pas développées, c'est un suicide. Ok, bah écoute, on va bientôt finir notre émission. Je vais vous laisser nous faire une dédicace en direct de votre livre. Avec plaisir. Et vous nous direz ce que vous écrivez pour l'équipe de BZD-TV. BZD-TV, oui. Voilà, et donc l'équipe de BZD-TV, qui est constituée du directeur de la chaîne, M. Benzaoui Debou, et Rita, et notre réalisateur aussi, c'est toute cette équipe. Et donc 2 fois par mois, on se retrouvera pour l'émission littéraire, le livre en question. En entendant que notre auteur est en train de faire une dédicace, vous pourrez nous dire en même temps ce que vous écrivez? Oui, tout à fait. Alors, je dis, l'Afrique doit maintenant prendre en main son destin. Elle est appelée à faire de grandes choses, de grandes œuvres pour le monde. Et j'en reviens à cette République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que c'est un grand pays et parce que si la RDC se développe, je vous assure que c'est l'Afrique entière qui se développe. Et donc je le mets. La RDC doit servir de locomotive pour nos États africains. Et je conclus en disant, quand la RDC se lèvera, je crois que vous l'avez dit dans le livre. C'est toute l'Afrique, tout à fait. Oui. C'est toute l'Afrique qui se lèvera. Voilà. Ok, donc je vais rapidement le présenter à nos téléspectateurs. Bon voilà, c'était la dédicace de notre auteur du jour, Edwige Nessema Nechama Sosa. Sosa, voilà, et donc belge, ivoirienne, togolaise et tout est mélange. Belge, ivoirienne, togolaise, béninoise. Mon père est d'origine du Bénin. Ah oui. Ma mère du Togo. Et en fait, moi je suis née en Côte d'Ivoire et donc ils se sont tous installés en Côte d'Ivoire. C'est toute l'Afrique qui se retrouve en vous. En tout cas, ce fut un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur notre plateau. Et moi qui vous remercie. On vous souhaite bonne chance pour votre carrière littéraire. Et donc, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition de l'émission Le Livre en question. Merci à nos consultants, à l'équipe de production. Et donc, restons à notre ligne et à très bientôt. À bientôt pour une autre édition de l'émission littéraire Le Livre en question. À très bientôt. Au revoir. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle.
L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.